Alors, bonjour. On va commencer, même s'il y a l'air d'avoir un petit peu de retard dans d'autres conférences. Alors, je vous présente la prochaine conférencière, Catherine Raymond. Catherine est ergothérapeute de formation. Elle est actuellement candidate au doctorat en recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke au sein du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Elle ne voulait pas que je lise sa bio au complet, c'est très long, mais je voulais juste que vous sachiez que ça fait très longtemps qu'elle fait de la recherche. Alors voilà, merci. Très longtemps, quelques années, mais quand même. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour cette dernière conférence de la journée. Ça fait beaucoup, hein? Donc, c'est sûr et certain qu'on est un peu plus fatigué. Donc, je vais essayer de rendre ça un peu plus jovial et permettre de mettre un peu plus d'animation. Vous allez voir aujourd'hui, mon titre est un peu ambitieux, hein? Apprendre en 60 secondes les particularités des interventions en ergothérapie pour les adultes atteints de dystrophie myotonique. C'est pas très réaliste et je vous garantis que je n'aurai pas terminé ma présentation dans moins d'une minute. Donc aujourd'hui, je vais vraiment aborder trois petites sections distinctes. Je vais vous parler d'un guide de pratique simplifié qu'on a développé avec la collaboration de merveilleux ergothérapeutes et comment est-ce qu'on a fait pour se développer un guide de pratique en ergothérapie qui est simplifié, qui est facile à comprendre. Et je vais passer aussi sur les recommandations du guide pour que vous voyez un peu quelles sont les recommandations qui ont ressorti. Et si vous appréciez assez, peut-être que vous pourriez aller accéder à ce guide qui est en accès libre gratuit sur Internet à différents endroits. Donc, en fait, pourquoi un guide de pratique simplifié? Tout le monde sait la dystrophie myotonique de type 1, on l'a dit aujourd'hui, il y a beaucoup de caractéristiques qui peuvent entraîner des restrictions de la participation sociale. Donc, les ergothérapeutes vont être appelés à intervenir à des moments clés dans la progression de la maladie auprès des personnes atteintes de cette maladie-là. Et on va retrouver des ergothérapeutes tant en première, deuxième que troisième ligne qui vont faire des interventions. Toutefois, comparativement aux personnes de deuxième et troisième ligne, les ergothérapeutes de première ligne vont rencontrer plus rarement des personnes atteintes de cette maladie-là et ils vont peut-être en voir un ou deux dans leur pratique complète. Donc, ils vont avoir peut-être plus de difficultés ou vont peut-être être moins outillés pour prendre en charge cette maladie puis faire face aux différentes particularités qui pourraient survenir. Donc, c'est pourquoi les personnes de première ligne auraient besoin d'un guide de pratique. Oui, mais un guide de pratique, ça se trouve pas facilement. C'est difficile d'adopter une pratique basée sur les données probantes, particulièrement en première ligne, mais aussi pour toutes les autres lignes, parce que, bien évidemment, on n'a pas beaucoup de temps pour s'informer sur une maladie spécifique. Il y a aussi peu de données probantes qui peuvent être disponibles et les données qu'on pourrait avoir peuvent être de faible qualité. Par exemple, on pourrait avoir accès à des études descriptives, exploratoires, mais très peu à des études d'essais cliniques randomisés qui donnent une valeur forte à une intervention. Donc, ce que ça donne, c'est une absence de guide de pratique ou lorsqu'on a un guide de pratique, bien, il est généralement très théorique. Il est long, il est dense, puis les évidences sont quand même difficiles à aller chercher à travers tout ce guide très dense-là pour savoir comment est-ce que moi j'agis avec mon patient, le seul de mon caseload en fait, hein, parce que quand on a une liste d'attente très élevée, puis qu'on voit un seul client, est-ce qu'on a le temps de lire tout le guide de pratique très long, d'une centaine de pages? Par chance, dans notre cas ici, il y a un guide de pratique long, effectivement, qui a été développé pour les ergothérapeutes de deuxième et troisième ligne. C'est tout récent, c'est sorti en 2015. C'est un groupe d'étudiantes à la maîtrise en ergothérapie de l'Université de Sherbrooke qui a fait ce guide de pratique-là en collaboration avec le GRIM. Et ce guide a été vraiment développé à partir des données probantes et comme il y en avait très peu, il a aussi été développé à l'aide des ergothérapeutes experts de la maladie qui connaissent bien comment intervenir et qui avaient vraiment des données empiriques à fournir à ce guide-là pour l'enrichir et lui permettre d'être vraiment bien basé sur des données qui sont factuelles, mais très exactes pour aider les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là.
Donc, ce guide n'est malheureusement pas adapté à la pratique de première ligne. Donc, il est important de pouvoir le simplifier. Comment est-ce qu'on voulait le simplifier? Bien, on voulait l'adapter au contexte local parce qu'on sait que ça permet d'améliorer la pratique basée sur les données probantes. Quand on a un guide de pratique qui ressemble à notre pratique professionnelle, bien, on va avoir tendance à le lire et à l'appliquer beaucoup plus facilement que s'il est loin de notre contexte et qu'il se fait complètement hors de notre champ. Et aussi, un guide de pratique se doit d'être un outil qui est convivial, qui est facile d'utilisation, qui n'est pas très long à consulter parce qu'on a très peu de temps en clinique pour le faire. Donc, c'était les défis qu'on voulait essayer de relever pour créer un guide de pratique simplifié. Comment est-ce qu'on l'a développé? On a utilisé... en fait, on a commencé par lancer l'idée en novembre-décembre 2015 à l'Ordre des ergothérapeutes, où est-ce qu'on a fait une demande de financement pour le programme de transfert des connaissances. Et on a eu l'honneur de recevoir 4 500 $ de la part de l'Ordre des ergothérapeutes pour mettre en place ce projet-là. Et le projet était vraiment de simplifier un guide préexistant à l'aide du modèle d'extraction des savoirs rares, qui est un modèle de développement de guide de pratique qui a été forgé et adapté à la clinique des maladies neuromusculaires, donc pour vraiment représenter un peu plus les maladies neuromusculaires, parce que c'est pas vrai qu'un guide de pratique pour le cancer va être développé de la même façon qu'en maladies neuromusculaires. On a donc fait ça en 5 étapes. La première étape, d'abord, ça a été de savoir, mais qu'est-ce que ça fait un ergothérapeute de première ligne? C'est quoi ses activités professionnelles? C'est quoi son champ d'expertise? On a donc été se renseigner dans les référentiels de compétences, les lignes directrices, et on a été consulter ensuite des ergothérapeutes de première ligne, tout diagnostic confondu, pour savoir est-ce qu'ils trouvaient que les activités professionnelles qu'on avait identifiées étaient représentatives de leur pratique et pour l'ajuster de cette façon. Par la suite, on a fait une deuxième étape qui était d'aller prendre le guide de pratique long, extraire les données qui étaient pertinentes face aux activités professionnelles de première ligne. On a fait ça à 2 ergothérapeutes, Cynthia Gagnon et moi-même, et on l'a fait de façon séparée pour arriver à un consensus sur les données issues du guide de pratique qui étaient les plus probantes pour les activités professionnelles de première ligne. Et au besoin, on pouvait accéder à une tierce personne, mais il n'y a pas eu de dissension, donc tout a été fait par consensus. Par la suite, mais une fois qu'on avait extrait ces données-là, on a fait une espèce de version préliminaire d'un guide de pratique, mais on voulait aller consulter des ergothérapeutes experts. Donc, on a été valider la pertinence de l'information qu'on avait ressortie du guide, aller chercher, en faisant un groupe focalisé de 6 ergothérapeutes experts, et on a vraiment souhaité que les gens apportent leur expertise pour bonifier ce guide-là, retirer ce qui n'était pas important, pour vraiment représenter la pratique et bien définir c'est quoi les particularités de la pratique en ergothérapie pour les personnes atteintes de dystrophie myotonique de type 1. Mais quand on œuvre auprès de personnes atteintes de dystrophie myotonique de type 1. La 4e étape a été maintenant d'aller retourner voir des ergothérapeutes de première ligne avec un groupe focalisé pour valider le guide qui avait été complété et bonifié par les ergothérapeutes experts pour s'assurer que ça répondait bien à leur pratique. Par exemple, les experts ont vraiment dit, bien, la dysphagie, c'est quelque chose de très, très important à dépister et intervenir. Les ergothérapeutes de première ligne ont dit « Oui, le dépistage, très bien, mais l'intervention, ça sort de notre champ de compétences. On peut faire des recommandations générales, mais outre ça, on préfère faire une référence aux services spécialisés qui vont beaucoup être plus aptes à prendre en charge la personne. » Donc, ça a modifié légèrement le guide de cette façon-là. Et par la suite, bien, il s'agissait de produire une version pré-finale, la faire valider par tous les ergothérapeutes qui avaient participé au projet et créer une version finale qui a été présentée au congrès de l'Association des ergothérapeutes canadiens à Charlottetown l'été passé. Éventuellement, on vise à le traduire en anglais pour permettre à notre communauté d'ergothérapeutes pan-canadiennes de bénéficier de ce guide-là et éventuellement, peut-être mondialement, pour les pratiques qui ressemblent à celles nord-américaines pour nous. Et donc, on est rendu là. Tout au long du processus, évidemment, ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu accès à une courtière de connaissances exceptionnelle, Mme Annie Plourde, qui a été en contact avec les ergothérapeutes, qui a monté le guide, qui a été capable de vraiment réunir tout ce beau monde-là autour d'une même table pour qu'on puisse se parler. Et l'Ordre des ergothérapeutes qui a financé également le projet. Donc, qu'est-ce que ça a donné? On est passé d'un guide long de 88 pages
avec un texte continu qui était dense, basé sur le modèle de production du handicap, qui donnait des évaluations, des recommandations générales en deuxième, troisième ligne, à un guide simplifié de 10 pages avec des listes à points, qui est quand même un peu plus aéré, basé sur le modèle du rendement occupationnel canadien, donc un modèle peut-être plus adapté à la première ligne. Et ensuite, on avait des recommandations et des interventions et des évaluations plus ciblées en première ligne, qui étaient un peu plus représentatifs de la pratique. On est passé donc de ça à ça ici. Peut-être que vous l'avez vu, le guide, il était présent à l'avant. Il n'en reste plus de copies disponibles, mais il reste plusieurs cartes d'affaires que vous pouvez prendre où il y a le lien pour accéder à ce guide-là en accès libre gratuit sur Savoir U2S ou sur Dystrophie musculaire Canada, le guide est aussi disponible. Alors, sans plus attendre les recommandations du guide, le guide a été structuré en 4 grandes sections. Une section à savoir qui dit à quoi sert le guide et comment s'en servir. Ensuite, une section qui parle de la maladie, une description peut-être plus bref, qui donne les symptômes principaux à avoir en tête et qui pourraient être des enjeux dans la pratique en ergothérapie. Puis, on a une section qui est vraiment sur les défis de la prise en charge, parce qu'il y a certaines particularités à savoir qui vont avoir un effet sur la pratique en ergothérapie. Et je vais lui revenir à ce point-là dans quelques instants. Par la suite, on a basé le modèle sur le MCRO en parlant des évaluations, des interventions et un petit peu de contextualisation pour donner des idées claires. Et on l'a basé vraiment en fonction de l'ordre d'évaluation qu'on a généralement en ergothérapie. Soit on regarde l'environnement, l'ergothérapeute de première ligne, première chose qu'il fait quand il arrive à domicile, il compte les marches, il regarde s'il y a des mains courantes, il regarde s'il y a un accès adapté. Et ensuite de ça, on regardait les soins personnels, la productivité et les loisirs. Pour les défis de la prise en charge, une des premières informations qu'on a souhaité partager, c'est les causes de mortalité. Parce que bien que l'ergothérapeute ne va pas nécessairement agir sur les causes de mortalité, mais il faut les savoir en tête parce que ça peut teinter les interventions. Savoir que la première cause de mortalité, c'est les infections respiratoires, peut-être en lien avec des pneumonies et avec la présence d'aspiration silencieuse au niveau de la dysphagie. Bien, on va savoir qu'il est peut-être un peu plus important de dépister la dysphagie et aussi de peut-être regarder un petit peu plus l'hygiène bucco-dentaire parce que moins on a de plaques dentaires au niveau de la bouche, moins de caries, bien, on a moins de chances d'avoir une infection si on fait une fausse route et qu'on amène un morceau d'aliment qui est infecté par nos bactéries dans notre bouche. Donc, on diminue un petit peu un facteur de risque de l'infection respiratoire qui est un facteur de risque de mortalité. La deuxième cause, bien, en fait, c'est les complications cardiaques. On l'a vu peut-être un peu plus tôt, où est-ce qu'on sait que les complications cardiaques doivent nécessiter vraiment un suivi annuel au niveau médical, mais ça peut permettre à l'ergothérapeute de s'assurer que ce suivi-là a été fait. Puis, ça peut être aussi vu comme une contre-indication à faire des exercices ou à faire certaines activités avec nous. Donc, il faut le considérer. On avait aussi une petite section sur l'apparence physique, simplement pour permettre à l'ergothérapeute de normaliser au besoin si la personne se sentait peut-être différente. Ensuite, on avait une section sur l'apathie parce qu'on sait de plus en plus que les personnes peuvent être atteintes d'apathie. Dr Benjamin Gallet en a parlé légèrement dans une conférence antérieure et c'est lui qui a vraiment apporté ce point-là, mais 40% des personnes pourraient être atteintes d'apathie et ça peut être confondu avec un manque de motivation, une espèce de belle indifférence face au traitement et à s'impliquer dans les interventions. Puis certaines personnes pourraient même parler de paresse. Je vous dirais qu'il faut quand même faire attention parce qu'on peut croire que l'apathie mime la dépression, mais ce n'est pas nécessairement la dépression. Donc, les gens vont avoir la difficulté à initier des activités, à s'impliquer, mais ils n'auront pas une perte de plaisir. Donc, une fois qu'ils sont dans une activité, ils vont avoir autant de plaisir qu'une autre personne. Donc, c'est vraiment de bien faire la différence entre les deux. Et c'est un défi dans les interventions parce que les gens vont être moins proactifs, moins engagés, et ça peut faire une impression de manque de collaboration dans les soins et ça arrive que les personnes de première ligne ferment le dossier par manque de collaboration. Donc là,
les intervenants de deuxième, troisième ligne qui ont demandé des services de première ligne rappellent et disent « mais là, la personne a besoin de soins », mais la personne de première ligne a pu fermer le dossier trop rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été partagé par des infirmières de la clinique des maladies neuromusculaires. Donc, ça arrive, même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où les gens devraient être plus au fait de la maladie. Et aussi, une des informations pertinentes par rapport à l'apathie qui est ressortie, c'est que les gens ont des intérêts, et quand on cible ces intérêts-là, et on peut vraiment ramener les gens à être un peu plus actifs dans leurs soins et plus impliqués à l'intérieur. Donc, si on cible un intérêt particulier, on peut peut-être l'amener à être plus fonctionnel de cette façon-là. La sécurité du patient, les risques de chute, évidemment. Donc, ça, c'est vraiment un point clé qui était mentionné. Et on souhaitait que les ergothérapeutes prennent une attention particulière parce que les gens ont tendance à minimiser ces risques de chute-là et aussi les gens ont peur de sortir de la maison, s'isolent socialement en raison de la peur de chuter. Et il y a une triade aussi, peut-être en lien avec la santé mentale, la personnalité, des difficultés d'intégration sociale. Donc, on amenait les ergothérapeutes à être sensibilisés à ce propos et on leur fournissait des pistes d'intervention, par exemple, privilégier l'entretien motivationnel, être vigilant pour les risques d'abus, essayer d'enseigner des techniques de gestion du stress qui sont simplifiées, vulgarisées de cette façon-là. Par la suite, bien évidemment, la fatigue, somnolence, qui va entraîner peut-être un décalage dans l'horaire occupationnel de la personne. Elle se couche tard, elle se lève tard. Donc, peut-être privilégier les contacts téléphoniques, les rendez-vous en fin d'après-midi. Et ça va permettre peut-être d'avoir plus de collaboration de cette façon-là. Et on sait aussi que la dystrophie myotonique mime un vieillissement précoce. Donc, on peut peut-être aider un ergothérapeute de première ligne en agissant comme si la personne avait un phénomène de vieillissement pour orienter ses interventions. Et si on rentre un peu plus dans les recommandations d'évaluation d'intervention, je vais les passer vite parce que je crois que c'est du réchauffé pour certains, mais qui permettent vraiment d'aller cibler des particularités pour la dystrophie myotonique de type 1. D'abord, pour l'évaluation de l'environnement, c'était vraiment la prévention des chutes qui était centrale. Puis, on suggérait aux gens d'utiliser la grille IROTA, qui est une grille utilisée qui permet vraiment de couvrir tous les aspects de l'environnement. Donc, ça peut vraiment aider à structurer la pratique, mais c'est déjà assez implanté, mais pas partout. Par la suite, les interventions, bien, on donnait vraiment plusieurs types d'adaptations qui sont fonctionnels et qui sont utilisés par les personnes atteintes. Et on rappelait un peu les programmes d'adaptation du domicile et les programmes d'aide matérielle qui sont disponibles. Par la suite, dans les soins personnels, on était vraiment dans l'évaluation particulière de certaines activités qui sont des enjeux, dont la gestion de la médication, la dysphagie, l'hygiène, et aussi par rapport aux particularités de la maladie en lien avec des symptômes, donc la faiblesse musculaire, la somnolence, les urgences mictionnelles qui amènent la personne à se déplacer rapidement à la salle de bain et avoir un risque de chute plus élevé. Et on mettait un petit peu en contexte en donnant des informations factuelles. Donc, 17% des personnes atteintes ont des difficultés dans les AVQ. C'est des données qui ont été prises sur une étude transversale où la cohorte était quand même jeune. Donc, moi, à mon avis, c'est quand même des données qu'il faut prendre avec un grain de sel parce qu'il y a plus de difficultés que ça dans les AVQ et plus la maladie avance, plus on va en voir. On parle de la prise caractéristique des personnes atteintes, donc moins de force au niveau des doigts. Alors, la personne va avoir vraiment une prise en bec de canard et ça va nuire dans les AVQ, mais aussi les AVD. Et on donne des pistes d'intervention par rapport à la myotonie, la routine occupationnelle et les références qu'on peut faire aux besoins. Et pour le domaine de la productivité, on l'a divisé en plusieurs sections. On a les déplacements intérieurs, où on sait que la personne, c'est plus difficile. Le point clé ici, c'est vraiment d'aller faire une évaluation multifactorielle, comme on ferait avec une clientèle aînée, parce qu'on sait qu'il n'y a pas juste les atteintes de la maladie, mais aussi vraiment une interaction avec l'environnement qui va amener des risques de chute à la maison. Et par exemple, le transport d'objets qui va vraiment perturber la marche dans l'ADM, alors que ça ne le ferait peut-être pas dans d'autres maladies, et qui vont entraîner un plus haut risque de chute. On suggère des interventions également, notamment pour la protection des fuites urinaires, comme je vous parlais tout à l'heure, et des références en physiothérapie. Ici, je peux même rajouter peut-être la physiothérapie conventionnelle, mais aussi en périnéale, parce qu'on pourrait peut-être aider au niveau de l'urgence mictionnelle.
On va aussi aborder les déplacements communautaires, la conduite automobile. Ici, on parle plutôt d'évaluation d'un dépistage parce que les gens vont être très mal à l'aise de parler de difficultés à la conduite automobile par peur de se faire retirer leur permis. Donc, il faut quand même le considérer. Mais aussi, il y a aussi les déplacements dans la communauté. Une fois qu'on est rendu, bien, les gens vont commencer à utiliser de plus en plus des fauteuils roulants dans des milieux. Donc, il faut s'assurer que tout se fait bien pour permettre à la personne de ne pas s'isoler socialement et continuer à agir en communauté. Et ça relève de la première ligne également. Dans les interventions, c'est quand même assez usuel, les vignettes de stationnement, le transport adapté, les services de remboursement qui peuvent être disponibles, les programmes d'aide à la mobilité, donc un quadriporteur souvent très apprécié et qui ajoute vraiment une aide pour continuer à être actif socialement et se déplacer dans la communauté, surtout l'été. L'hiver, c'est une autre histoire. On a parlé aussi du rôle parental. On l'a ajouté, c'est quelque chose qui n'était pas disponible dans le guide long parce qu'il y a des défis pour les personnes atteintes de cette maladie-là et les intervenants de première ligne doivent en être conscients. Et on réfère à la clinique Parents Plus, qui est vraiment une ressource disponible pour l'ensemble du Québec, qui est hébergée par le Centre Lucie Bruno et qui s'adresse aux parents qui ont des handicaps physiques pour quand ils vont avoir des bébés entre 0 et moins de 2 ans. Donc, on donne les informations pertinentes pour savoir comment accéder à cette clinique-là. C'était une ressource que moi-même, je ne connaissais pas, donc j'étais très heureuse de pouvoir l'ajouter dans ce guide. Et on termine avec les loisirs, où est-ce qu'on va vraiment aller voir, s'assurer qu'il y a des loisirs dans l'horaire occupationnel. C'est aussi un moment particulier où est-ce qu'on peut aller voir, est-ce qu'il y a des symptômes dépressifs, de l'anxiété, parce que oui, ça peut survenir même avec une maladie qu'on pourrait croire que l'apathie mimerait la dépression, mais non, il pourrait avoir aussi de la dépression. Et on peut suggérer des services de répit. Et on a aussi une petite section sur l'activité physique où on dit que c'est pas dommageable pour le système musculaire, mais qu'il faut vraiment s'assurer que les contre-indications soient considérées, puis mettre en garde la personne que si elle vraiment elle a un désessoufflement, qu'elle a de la fatigue, d'arrêter une activité physique parce que ça pourrait être difficile pour elle. Et on resuggère d'utiliser les intérêts des personnes pour améliorer la collaboration puis contourner l'apathie et que ça peut vraiment, vraiment aider l'ergothérapeute à avoir une meilleure collaboration, mais à mieux intervenir auprès de cette personne-là. Donc, c'était pour le guide de pratique simplifié. Il est disponible sur Savoir UDS, Dystrophie musculaire Canada, puis il y en avait des copies à l'avant, mais maintenant, elles sont disparues, mais il reste les petites cartes qui vous permettent d'accéder et de savoir le lien pour aller sur Savoir UDS. Donc, merci à l'Ordre des ergothérapeutes, mais surtout aux ergothérapeutes qui ont contribué à faire ce guide, parce que sans eux, ce guide-là aurait été beaucoup moins enrichi et moins adapté à la pratique de première ligne. Et on a ici des ergothérapeutes qui ont participé à ce guide-là, donc je tiens à les remercier de vive voix et en personne. Donc, merci beaucoup à tous. Et vous pouvez même scanner ce QR code-là avec votre cellulaire si vous voulez accéder directement à Savoir UDS pour obtenir le guide. Merci. S'il n'y a pas de questions, bien, je vous invite à consulter le guide et à remercier si vous connaissez les ergothérapeutes qui ont participé à ce projet. Merci beaucoup. Passez une excellente fin de soirée parce que je crois qu'il reste une conférence de clôture, mais par la suite, vous allez pouvoir profiter de ce merveilleux Québec sous la grisaille.